Bonjour. Dans cette vidéo, on va se pencher sur les cas spéciaux de l'algorithme du simplex. Premier cas, c'est le cas où nous avons une solution optimale unique. On considère le problème linéaire où on maximise z qui est égal à 50x1 plus 30x2. Sous contrainte, 3x1 plus 6x2 inférieur ou égal à 60, 4x1 plus 3x2 inférieur ou égal à 45, 3x1 plus x2 inférieur ou égal à 30 avec bien sûr x1 et x2 positifs. Donc on obtient la forme standard en ajoutant les variables d'écart bien sûr. Alors on va ajouter E1, E2, E3 qui sont positifs. Ça nous donne la forme standard que vous avez devant vous. Première étape du simplex. Alors on va utiliser ici les tableaux réduits pour que nos calculs soient plus simples. Alors la variable d'entrée étant x1, puisqu'ici le maximum entre 50 et 30, c'est 50, donc la variable d'entrée, elle est bien définie, c'est x1. On ajoute la colonne des quotients entre cette colonne-là et cette colonne-là, ce qui nous fait ici 20, 45 sur 4 et 10. Le minimum entre ces trois entités étant 10, ça nous permet de déduire que E3 est la variable de sortie et que 3, c'est le pivot. Nous obtenons le tableau suivant qui nous permet de voir que x2 est la variable d'entrée et en ajoutant la colonne Q, ça nous donne ici 6, 3 et 30. Le minimum entre ces trois entités étant 3, ça nous permet de voir que E2, c'est la variable de sortie et que 5 sur 3 est le pivot. Alors, on passe à l'étape 3 qui nous permet où on peut voir que ici les coûts des variables hors base sont toutes négatives et que ce tableau de l'état associé à l'étape 3 est optimal. Alors, dans ce cas-là, E1 égale à 15, X2 égale à 3, X1 égale à 9 et Z maximal, c'est 540. Nous obtenons ici une solution optimale unique. Alors, la solution optimale du problème, elle est associée aux variables de départ du problème, les variables initiales. Ça nous donne X1 étoile égale à 9, X2 étoile égale à 3. Deuxième cas, c'est le cas où nous avons une absence de solution optimale finie. Alors, on considère le problème de maximisation de Z, qui est exactement x1 plus 2x2, sous contrainte moins x1 plus x2 inférieur ou égal à 2, x2 inférieur à 3 et x1, x2 positif. Avec les variables d'écart, nous obtenons la forme standard que vous avez devant vous. On a ajouté E1 et E2 positifs pour l'obtenir, ce qui nous a permis d'avoir le tableau réduit qui est ici. Avec ce tableau réduit, on voit bien que les coûts des variables hors base ne sont pas toutes négatives, ce qui fait que ce tableau-là n'est pas optimal. Alors, en prenant le maximum des valeurs positives qui est ici 2, nous obtenons que x2 est la variable d'entrée. En ajoutant la colonne Q, qui est la quotient entre ces deux éléments et ces deux éléments respectivement, ça nous donne ici 2 et 3. Le minimum entre 2 et 3 étant 2, donc ça nous permet de déduire que 1 est la variable de sortie et que 1 est le pivot. Alors, l'étape 2, on trouve le tableau suivant qui est écrit de cette manière-là. Alors, dans ce cas-là, on voit bien que ici, nous avons les coûts des variables hors base. Le coût de la variable hors base x1 étant strictement positif, ça veut dire que ce tableau-là n'est pas optimal. Alors, variable d'entrée étant x1, on va chercher la variable de sortie, donc on va rajouter une colonne Q, mais en essayant de diviser, donc je divise 2 par moins 1, c'est pas possible, donc je fais un tiret.
1 par 1, ça donne un 1. Donc, le seul élément ici viable, c'est le 1. Donc, la variable sortie, c'est E2. Et 1, c'est le pivot. On passe à l'étape 3. À l'étape 3, on trouve que 1, ici, c'est positif. Donc, le coût de la variable hors base E1 est positif. Alors, ce qui veut dire que le tableau n'est pas encore optimal. Alors, on va essayer de voir où se trouve la variable d'entrée. La variable d'entrée, donc il y a un seul élément un seul coût qui est strictement positif pour les variables hors base qui sont E1 et E2, donc qui est le 1. Ça veut dire que E1, c'est la variable d'entrée. Alors, on va essayer de trouver la variable de sortie. On ajoute la colonne Q. Alors, en essayant de diviser, donc, comme j'ai dit la dernière fois dans l'autre vidéo, on ne peut jamais diviser par zéro ni par une entité strictement négative. Alors, quand on voit ici, on ne peut pas diviser, donc on fait un tiret. Et la même chose ici, on fait un tiret. Donc, la variable de sortie n'existe pas. Donc, il n'y a pas de variable sortie, ce qui signifie que notre fonction objectif z n'est pas majorée sur l'ensemble réalisable de notre problème, ce qui fait que le problème n'admet pas de maximum fini. Passons maintenant à la troisième situation. Troisième situation, on va voir le cas où nous avons plusieurs variables d'entrée possibles. Donc, c'est le cas où lorsque plusieurs candidats sont susceptibles d'entrer dans la base. Comment les départager? Alors, on va les départager en choisissant celle dont le pivot correspond au plus grand rapport PS sur ASE. On va voir un exemple pour bien comprendre. On considère le problème de maximisation 12x1 plus 12x2 sous contrainte 8x1 plus x2 inférieur ou égal à 32, 7x1 plus 6x2 inférieur ou égal à 84, x1 x2 positif. Alors, on passe à la forme standard en ajoutant E1 et E2 qui sont des variables d'écart avec E1 et E2 positif. Et on obtient notre premier tableau réduit. Alors, comme vous pouvez le voir, ici pour la variable d'entrée, j'ai ici 12 et 12. Le maximum entre les deux, c'est 12. Donc, toutes les deux, la variable x1 et la variable x2, sont de possibles variables d'entrée. Comment les départager? Laquelle je vais prendre? Alors, je vais, au lieu d'ajouter une seule colonne Q, je vais ajouter deux colonnes. Une correspondante à x1 et une correspondante à x2. Donc, Q1 et Q2. Donc, pour x1, je vais pour remplir cette colonne-là, pour x1, je vais faire 32 sur 8, ça me donne 4. 84 sur 7, ça me donne 12. Maintenant, pour le x2, donc j'ai Q2. 32 sur 1, ça me donne 32. Et 84 sur 6, ça me donne 14. Alors, comme d'habitude, je vais prendre le minimum. Alors, le minimum entre ces deux entités, c'est le 4. Et ici, le minimum entre ces deux entités, c'est le 14. Alors, tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit qu'on va prendre on va prendre le pivot correspondant au plus grand rapport. Alors, le plus grand rapport ici, c'est entre ces deux-là. Donc, c'est le maximum entre les minimums. C'est le plus grand. Donc, c'est le maximum entre 4 et 14. Donc, 14 est le maximum. Donc, c'est ce rapport-là qu'on va prendre. Alors, en prenant ce rapport, on voit bien que x2, c'est la variable d'entrée et que e2, c'est la variable de sortie et que 6, c'est le pivot. On obtient ainsi le tableau que vous avez là. Donc, 12, c'est la variable donc c'est la variable d'entrée, c'est x2. La variable de sortie, c'est e2. Le pivot, c'est 6. Alors, on va faire le simplex. On passe à l'étape 2 qui nous donne le tableau que vous avez devant vous. Ce tableau-là est optimal du fait que les coûts des variables hors base sont tous les deux négatifs puisqu'ils sont égaux exactement à -2. Alors, l'optimum est atteint, bien sûr, et la solution de base réalisable optimale, c'est E1 égale à 18, E2 n'étant pas là, c'est 0, X1 n'étant pas là, c'est 0, X2 égale à 14, avec un Z max, c'est
168. La solution optimale du problème, c'est x1 égale à 0, x2 égale à 14. Je vous fais remarquer que si jamais on avait choisi x1 au lieu de x2 comme variable d'entrée, on aurait trouvé la même valeur optimale, Z max égale 168. Cependant, au lieu de faire seulement un seul tableau, on aurait fait un deuxième. Donc, un tableau supplémentaire aurait été nécessaire pour notre investigation. Alors, il s'agit du cas, donc dans le quatrième cas que nous allons traiter aujourd'hui, il s'agit du cas où au moins deux rapports QI et QJ sont égaux à la valeur minimale QS. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai la possibilité d'avoir deux variables de sortie. Comme vous le savez, quand j'ajoute la colonne des Q, donc, en faisant les divisions, en remplissant la colonne de Q, je cherche le minimum entre toutes ces valeurs. Alors, supposons maintenant que le minimum est atteint en deux positions, d'accord, ou en trois positions. Alors, laquelle je vais choisir? Ce qui veut dire, ça, c'est un problème de variable de sortie. Il y a plusieurs possibilités de variables de sortie. Alors, laquelle est la plus intéressante et laquelle qui va me donner la solution à un minimum d'itération? Alors, si je suis en train de travailler sur un tableau du simplex normal, n'est pas réduit, on va calculer la somme sigma i et sigma j des éléments des lignes i et j, colonne du second membre B non comprise. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais prendre la ligne correspondante au quotient qui nous intéresse, les lignes correspondantes au quotient qui nous intéresse. On va sommer tous les éléments de cette ligne sauf le V. Après avoir trouvé la somme, on va la diviser par le pivot correspondant, le pivot qui se trouve sur cette ligne-là. Et on va trouver les RI et les RJ. Alors, dans ce cas-là, on prendra comme pivot celui qui correspond au plus grand rapport. Vous voyez ici M, on va calculer M, qui est exactement le maximum entre RI et RJ. Et à ce moment-là, on trouve notre pivot. Alors, dans le cas où nous travaillons avec un tableau réduit du simplex, alors on calcule les sommes de la même manière. Mais puisque dans un tableau réduit, les colonnes de la matrice identité ne sont pas visibles, alors on va, au lieu de diviser les sigma i et les sigma j directement par les pivots, on va diviser sigma i plus 1 et sigma j plus 1 par le pivot pour obtenir les SI et les SJ. Et on prendra M comme étant le maximum entre SI et SJ. Voyons ça sur un exemple pour bien comprendre. Alors, on va considérer le problème de maximisation 4x1 plus 5x2 sous les contraintes 2x1 plus 3x2 inférieur ou égal à 60, 7x1 plus 5x2 inférieur ou égal à 100 et x1 et x2 positif. Avec les variables d'écart, on obtient la forme standard suivante où E1 et E2 sont aussi positifs ici. On obtient le premier tableau du simplex réduit. Alors, avec les coûts des variables hors base, ici positifs, strictement le 4 et le 5, je prends le maximum entre le 4 et le 5, ça me donne 5. Alors, ça me permet de déduire que x2, c'est la variable d'entrée. Ça, c'est bien. Maintenant, cherchons la variable de sortie. On ajoute la colonne Q. Alors, 60 sur 3, ça me donne 20. 100 sur 5, ça me donne 20. Je trouve les mêmes valeurs. Alors, j'ai la possibilité de prendre E1 comme variable de sortie et j'ai la possibilité de prendre E2 comme variable de sortie. Mais laquelle va me donner la solution en un nombre d'itérations minimum? Alors, pour cela, on va utiliser la formule qu'on vient de voir. Alors, la variable E1, elle est associée au pivot 3
et la variable E2, elle est associée au pivot 5. C'est ce que j'ai mis ici. Donc, alors on va calculer sigma 1. Alors, comment calculer sigma 1? On va la calculer, c'est 2 plus 3. On ne va pas rajouter le 60. J'ai dit sans lever. Donc 2 plus 3, ça fait 5. Et sigma 2, c'est 7 plus 5, ça fait 12. Regardez. Cependant, qu'est-ce que j'ai dit ici pour les tableaux réduits? On ne va pas diviser les sigma i et sigma j directement, mais on va rajouter un 1 à chaque entité et après diviser par le pivot correspondant. Ce qui fait que ici 5 sigma 1 plus 1, ça fait 6. Et 6, je vais la diviser par le pivot correspondant qui est le 3. Ça me donne un 2. Ici, sigma 2 plus 1, ça fait 13. Et 13, je vais la diviser par le pivot correspondant, qui est 5. Donc, ça me donne 13 sur 5. Après cela, je vais prendre le maximum entre ces deux-là. Le maximum entre ces deux, donc c'est le maximum entre 2 et 13 sur 5, ce qui fait que c'est 13 sur 5. Donc, le maximum entre S1 et S2 étant M égale à S2, alors le pivot adéquat est P2 qui est exactement égal à 5. D'accord? On vient de le faire. P2 égale à 5. Donc, c'est le P2. Ce qui nous permet de déduire que E2, puisque le pivot adéquat, c'est 5, ça veut dire que le pivot, ça veut dire que la variable de sortie la plus intéressante, c'est E2. Ça nous donne une variable d'entrée X2, variable de sortie E2, pivot, c'est 5. Deuxième itération, on obtient le tableau suivant. Dans ce tableau-là, on voit bien que les coûts des variables hors base sont moins 3 et moins 1, qui sont strictement négatives, ce qui nous permet de déduire que le tableau courant est optimal. Donc, c'est plus la peine d'aller plus loin. Donc, l'algorithme du simplex va s'arrêter et la solution de base réalisable optimale, c'est E1 égale à 0, E2 c'est 0, X1 c'est 0 et X2 c'est 20. Avec Z max, c'est 100. Alors, la solution optimale du problème, ça va être x1 égale à 0 et x2 égale à 20 avec z max, c'est 100, bien sûr. Alors, si on avait choisi E1 au lieu de E2 comme variable de sortie, on aurait trouvé le même résultat qui est z max égale à 100, mais aussi on aurait eu à faire une itération supplémentaire. Qui fait que notre vidéo se termine ici. Je vous remercie et à très bientôt.